Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce numéro de 52 sur la RTB. Ce mois, nous revenons sur la question de l'éducation des jeunes et les comportements qui de plus en plus laissent perplexes et même déconcertent éducateurs, parents et tous responsables impliqués dans les questions d'éducation. Les pratiques et tendances sexuelles basculent et cassent les codes au-delà du moralement acceptable. Nous parlons des pratiques sexuelles à risque, partouze, tontine sexuelle, sugar daddy, bref, toutes les appellations y sont. Et pour accompagner tout ceci, bien sûr, la consommation des drogues et autres stupéfiants. La précocité sexuelle, le multipartenariat, les rapports sexuels occasionnels et non protégés font ravage au sein de la jeunesse et l'une des conséquences reste la recrudescence du taux de prévalence du VIH-Sida. 52 sur la RTB s'intéresse au sujet avec des spécialistes. Mais avant, suivons ce grand reportage de Amandine Lalsaga intitulé « La menace discrète ». C'est une histoire d'abus de confiance qui a malheureusement viré au drame. Nous sommes à Bobo-Dioulasso. De cette sortie détente entre camarades, cette jeune élève s'en souviendra toute sa vie. J'ai 21 ans. Je suis en classe de terminale. Un jour, mon partenaire et ses amis m'ont invité à prendre un verre. Arrivé, je n'ai pas constaté qu'ils avaient mis des produits dans mon verre. Une fois que j'ai consommé, j'avais des vertiges. C'est en ce moment qu'il m'a donné des comprimés à prendre pour que mes vertiges disparaissent. Quand j'ai consommé ma boisson, je me suis réveillée. J'étais dans une maison et j'ai constaté qu'ils avaient abusé de moi. Ils étaient un homme de 3. Au Burkina Faso, de plus en plus d'élèves et d'étudiants développent de nouvelles formes de distraction sexuelle. À Koudougou, dans la région du centre-ouest, ce jeune étudiant a à plusieurs reprises fait l'expérience d'une nouvelle pratique sexuelle, la tontine sexuelle. C'est des pratiques qu'on fait par les cotisations de groupes de jeunes qui cotisent pour remettre à une ou deux ou plusieurs filles pour faire le sexe en groupe. Ma première expérience, c'est un ami qui m'a initié dedans. Nous étions 6. On a cotisé 2000 pour la fille qui a demandé. Et bon, la deuxième expérience, nous étions 4. On a cotisé les 2000 également pour une fille. La fille était une étudiante, on était dans la même salle. La première expérience, là où nous étions 6, il y a 2 qui se sont protégés, voilà, et les 4 ne se sont pas protégés. Pour le coup, je peux dire qu'il n'y avait pas cette conscience de prise de risque. On ignorait vraiment, parce que bon, pour nous, c'était juste pour vivre l'expérience, pour vraiment découvrir ce que c'est et vraiment se mettre à l'aise. C'est après, bon, on a eu vent de plusieurs informations telles que les IST, le VIH et tout qu'on peut contracter. Puisque bon, personne ne connaissait la sérologie de chacun. Donc du coup, on se jetait pour vraiment... Je peux dire que c'était juste pour découvrir quoi. C'était la découverte, donc du coup, on ne pensait pas à ça. À Ouagadougou, nous retrouvons également de jeunes élèves adeptes des tontines sexuelles qui se sont confiés à nous hors caméra. Au-delà des tontines sexuelles, une autre pratique sexuelle bien connue par de nombreux élèves, les partouzes. Des pratiques nouvelles aux conséquences très souvent désastreuses. En 2021, lors d'une sensibilisation au lycée Zenda, qu'on a fermé actuellement, c'était 2 groupes de jeunes. Il y avait un groupe de garçons et un groupe de filles. Je pense qu'ils étaient 6, chacun avec sa copine. Voilà. Et maintenant, en fait, le phénomène, c'était quoi? C'était chaque jeudi soir, derrière les classes. Chaque jeudi soir, c'est une des copines, une fille, que les 6 devaient passer sur la même fille dans la même soirée. Et en fait, quand c'est le jour de ta copine, c'est toi tu prends en fait le lead. Et tous tes 5 autres potes vont passer.
Et en fait, le jour de la fille, il se trouvait qu'elle était vierge, elle n'a pas voulu, elle a été violée. Et en fait, vu que c'était 5 autres partenaires, c'était vraiment compliqué. Elle a voulu gérer et sa maman a su. Et c'est en lui mettant la pression à l'hôpital qu'elle a dû parler. Donc, c'est des phénomènes que vraiment, ils essaient de taire dans les établissements. Mais il faut exposer le problème, déposer le problème sur la table pour que en fait, les gens prennent conscience du fait que c'est des problèmes. C'est très important d'en parler. Il ne faut pas en faire un tabou. À cela s'ajoute le phénomène de sugar daddy, une forme de prostitution répandue aussi bien en milieu scolaire qu'universitaire. Sugar daddy, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur de nos jours. Bon, avec la facilité que beaucoup de filles veulent adopter, pouvoir avoir un gros téléphone, rouler la dernière scooter ou une petite Yaris et tout, on prend des voies, on se trouve un bailleur, un tonton qui a de l'argent et c'est un échange en fait. Il te donne de l'argent et toi, au retour, tu le gères bien sexuellement. Le phénomène de sugar daddy en termes simples, c'est ça. Avec tout le risque possible. Et tant que le gars gère bien tous les comportements sexuels qu'il voudra, tu le feras. Vous voyez en fait. Pourtant, bon, ce sugar daddy-là, il n'a plus rien à perdre. Il a vécu, il a sa famille, il a des enfants. Et toi, en fait, ce qu'il te donne, bon, tu ne sais même pas d'où ça vient. À une centaine de kilomètres de la capitale, Manga, chef-lieu de la région du Centre-Sud, nous accueille. Là, le partenariat sexuel multiple et le vagabondage sexuel inquiètent plus d'un. Parce que lorsque nous lançons les thèmes de sensibilisation, c'est là on se rend compte que les filles ne sortent plus avec un seul monsieur. Puisque souvent nous évoquons le fait que même si on parle du thème de l'amour, les séparations sont souvent douloureuses. Là, les filles disent que de nos jours, la séparation n'est pas douloureuse parce qu'un de perdu, 10 de retrouver. Voilà, dès qu'on perd un, le lendemain on récupère un autre, ce qui fait qu'il y a le multipartenariat sexuel qui est en vogue actuellement. J'ai déjà lu le témoignage d'un monsieur qui laissait comprendre que sa fille est dans une bande où on les appelle les hyper séduisantes, c'est-à-dire la fille voit un inconnu, c'est comme un défi, tu vois un inconnu, tu pars le draguer et tu couches avec la personne et tu prends des images pour montrer à tes camarades que tu as pu séduire quelqu'un et que tu as atteint ton objectif. Donc le monsieur a fait ce témoignage, j'ai lu son témoignage où il lançait un SOS, il demandait comment l'aider à recadrer sa fille parce qu'il a pris un téléphone qui était caché. La fille cachait le téléphone en question et lui il a pu découvrir cela. Retour à Bobo Dioulasso où ce jeune étudiant à la recherche du gain facile s'est lancé dans la prostitution. Après ma deuxième année universitaire, voilà, bon. J'étais là étudiant. La première année, ça n'a pas vraiment été, puisqu'il y avait tellement de manque de moyens. De fois, pour se déplacer à l'école, c'était compliqué. Du coup, bon, j'ai un ami que j'ai eu à connaître, avec qui je collaborais plus. Et je voyais que lui, au moins, il s'en sortait au fait. Il s'en sortait. Même pour faire des copies à l'école, tout. Chez lui, tout était facile au fait. Donc bon, je l'ai approché et puis bon, on a essayé de collaborer. Il m'a dit, bon, lui va me mettre dans son circuit. Le circuit, quand il m'a dit ça, bon, il m'a raconté ce qui se passait un peu. Bon, j'étais un peu hésitant au fait. J'ai pas voulu céder au début, mais quelques temps après, je lui ai dit, bon, il n'y a pas de souci, je vais tenter voir. Donc il m'a dit que bon, le truc c'était quoi? C'était de collaborer avec des personnes un peu plus âgées, des personnes qui travaillent. Et voilà, tu es là, tu sois avec la personne. Des fois il y aura des rapports sexuels entre vous. Et ces personnes peuvent te dépanner en cas quoi. Voilà. Puisque c'était ça, il ne m'a pas dit exactement que c'était... Voilà, le 16 contre l'argent en fait. Et j'ai vu que franchement, bon, c'est ma porte de sortie, donc il faut que j'essaie de voir ce que je peux faire. Les tontines sexuelles, les partouzes, le vagabondage sexuel sont
à n'en point douter des comportements à risque qui sont de plus en plus légion en milieu scolaire et universitaire, surtout dans les grandes villes. Des adolescents s'y adonnent à cœur joie, mais le plus souvent sous l'effet de l'alcool et de stupéfiants. Dans une insouciance absolue, ils s'exposent naturellement à toutes sortes de maladies. Beaucoup d'entre eux ont malheureusement contracté le VIH-Sida à travers ces comportements à risque. Certains, toujours sous le choc, comme ce jeune homme qui vient d'apprendre son statut sérologique, attirent l'attention de leurs camarades sur les risques liés à ces pratiques sexuelles. Mais le test, on vient de le voir, il est positif, on va commencer la prise en charge, mais il y a des implications. C'est-à-dire l'implication, vous savez que c'est une maladie sexuellement transmissible. Donc forcément, il y a une implication familiale dans les jours à venir. Il faut que votre partenaire, vos partenaires viennent se faire dépister pour que la prise en charge soit globale. Bon, à l'âge de 23 ans, apprendre que tu es séropositif, franchement, c'est décourageant et c'est frustrant. Voilà, c'est décourageant parce que dans notre société, être un séropositif, ce n'est pas facile en fait. Parce que bon, il y a trop de discrimination. Et puis, quand tu es séropositif ici, bon, tout le monde a peur de toi. Et ce que j'aimerais dire aux jeunes, bon, j'aurais aimé d'abord que les jeunes qui vont entendre ce message, voilà, ils n'ont qu'à aller d'abord se faire dépister. Voilà, c'est comme on le dit, cette maladie, c'est une maladie qui est silencieuse au fait. Mais quand ça va se déclencher, c'est en même temps. Un jour, je ne me sentais pas au fait. Je ne me sentais pas. J'ai voulu me rendre dans un centre de santé juste pour faire une simple consultation. Arrivé, bon, j'ai vu, je me suis dit, bon, c'est pratique. À l'école, puisqu'on a vu ces pratiques, ce genre de pratiques, ça amène des fois certaines maladies comme le VIH et comme ça. Donc je me suis dit, bon, pourquoi ne pas me faire dépister pour juste connaître mon statut actuel. Donc je me suis fait dépister et puis ce jour on m'a dit que voilà, j'étais séropositif. Message de sensibilisation, je peux dire que les étudiants, les jeunes, s'adonnent plus à ça. C'est une très mauvaise pratique. Voilà, je peux les conseiller d'arrêter s'ils peuvent, se protéger au maximum, s'ils ne peuvent pas. J'invite mes camarades d'être prudents pour ne pas avoir le VIH. Car une fois qu'on a le VIH, notre vie change. Que ce soit dans les écoles ou soit avec ton partenaire, ta vie va complètement changer parce que tu vas te poser des questions. Est-ce que moi je peux faire des choses comme les autres? Et puis arriver dans un lieu public, tu as honte de toi-même. Tu as peur que les gens sachent que tu as le VIH. Une fois aussi, quand tu vas vouloir te marier, tu vas te poser des questions. Est-ce que mon partenaire va accepter mon statut? Donc, je les invite vraiment d'être très, très vigilants. De faire très attention lors des sorties. Elle n'aura fait attention à ce qu'elle consomme. Quand j'ai vu ma situation, moi, ça m'a donné le courage, en fait, de m'engager auprès des structures associatives et communautaires pour contribuer à lutter contre le VIH. Je participe aux programmes et projets, aux activités de sensibilisation, et de prise en charge aussi de mes camarades. Le taux d'infection au VIH-Sida est malheureusement en rebond depuis quelques années. Certes, les efforts fournis par les différents acteurs de la santé et de la lutte contre la pandémie avaient permis de réduire le taux de prévalence les années antérieures. Mais ces nouvelles pratiques sexuelles développées par les jeunes mettent à rude preuve les acquis engrangés dans la lutte. Autour d'aujourd'hui, au niveau national, on a autour de 79 000 patients qui sont là. Je veux dire, comme on appelle les femmes et les hommes confondus, avec les enfants aussi, puisqu'on a aussi quand même un certain nombre d'enfants à l'intérieur. Malheureusement, le nombre d'enfants, bon, on ne le souhaite pas qu'il y ait beaucoup d'enfants à l'intérieur, mais nous, selon les projections normales,
on est vraiment en deçà de ce qu'il faut. Alors donc, c'est un peu ça nos inquiétudes. Mais bon, quand même, on les a, ils tournent autour de 2000 et quelques enfants. Ça aussi, c'est aussi ça. Donc, c'est autour de 79 000, mais ce sont les hommes, les femmes. Bien sûr que les femmes font généralement les 2 tiers, et puis les hommes maintenant complètent, quoi. C'est comme ça. Quand vous prenez la région des Hauts-Bassins, la prévalence au niveau national est de 0,6%, mais dans la région des Hauts-Bassins, on a une prévalence qui est de 1,14%. Et ça, c'est en population générale. Mais quand nous prenons les groupes spécifiques, les groupes vulnérables, les groupes à haut risque, la prévalence est très élevée, en particulier les jeunes. Et aujourd'hui, il faut qu'on mette l'accent là-dessus. Nos enfants aujourd'hui, ça donne à des pratiques comme les tontines sexuelles, les partous. Et même, ils ne connaissent pas en réalité le VIH-Sida. J'aime dire aux gens, au moment où on parlait du VIH-Sida, on montrait des images choquantes. On montrait le vrai visage du VIH-Sida. Beaucoup de ces enfants n'étaient pas encore nés. Et aujourd'hui, comme on ne met pas beaucoup l'accent sur la sensibilisation, ça fait que ces enfants n'ont pas les vraies informations sur le VIH-Sida. Je peux dire qu'ils n'ont plus peur, ils n'ont pas peur du VIH-Sida. Actuellement, au niveau de notre structure, les financements pour les sensibilisations au niveau des associations, qui sont des structures de mise en exécution, l'exécution sur le terrain, sont financés, en tout cas la cible jeune est financée à 64-70% pour ce qui concerne notre région. En tout cas, les jeunes sont vraiment les plus prioritaires. Donc, vraiment, il faut qu'on y parle. Voilà, tout le monde est interpellé, les parents, la communauté, les autorités. Nous devons voir le cas, en tout cas de la France jeune, des scolaires. Parce que c'est l'avenir même de la nation. Si une jeunesse malade, qu'est-ce qu'une jeunesse malade peut apporter à un pays? Donc, je crois que ça veut dire qu'il faut qu'on mise sur les sensibilisations. Voilà. Faut en tout cas vraiment les montrer que le VIH est toujours d'actualité. Le conseil que je voudrais donner aux jeunes, que c'est vrai, c'est bon de s'amuser, mais vraiment d'éviter de prendre des risques. Et comme nous, on ne cesse de le dire, le préservatif, il a double protection. En même temps, il évite les infections sexuelles, les infections opportunistes. En même temps, il évite le VIH. En même temps, il évite les grossesses non désirées. Pour ceux qui ne peuvent pas s'abstenir, l'idéal, c'est de s'abstenir, d'attendre le moment idéal, la personne qu'il faut, prendre les précautions qu'il faut au moment du premier rapport. Mais s'ils ne peuvent pas attendre, qu'ils prennent leurs précautions pour éviter de s'infecter et surtout éviter de prendre des risques. Parce qu'il y a beaucoup de pratiques sexuelles à risque actuellement que les jeunes prennent et qui font qu'ils s'infectent plus facilement et tout. Donc vraiment beaucoup de précautions à prendre, faire très attention avec qui tu marches. C'est vrai qu'on ne peut pas savoir à vue d'œil qui est infecté, mais quand on a des rapports sexuels avec un partenaire, quand on doute, il faut toujours se protéger. Tout comme le virus du sida, les tontines sexuelles en milieu scolaire, les partous et le vagabondage sexuel sont en eux-mêmes un virus silencieux pour l'éducation. Et pour bon nombre de personnes, les responsabilités sont partagées. Parlons de la sexualité avec les élèves parce que dans le programme d'enseignement de français, il y a les thèmes émergents où on évoque non seulement la sexualité, on évoque le VIH-Sida avec les élèves, les modes de transmission et surtout comment se protéger contre le VIH-Sida. Quand on le fait, il y a une réaction hilarante parce qu'au départ, il y a une honte qui est là et après, les langues se délient et certains même trouvent que nos sensibilisations sont d'une autre époque, surtout lorsque nous parlons d'abstinence. Ils trouvent que l'abstinence de nos jours, ça ne marche pas. Et lorsqu'on parle du port du préservatif, ils sont réticents, surtout les filles même se prononcent en disant que lorsqu'on demande au monsieur de se protéger, il peut aller chercher ailleurs. Donc, par mesure de prudence, pour ne pas perdre ce copain, elle préfère se donner à ce monsieur sans se protéger.
ça c'est une réalité. Les élèves ont plus peur de la grossesse que du VIH. Parce que lorsqu'on fait les sondages, elles sont plus enclines à apporter les méthodes contraceptives qu'à se protéger contre le VIH. Et souvent dans nos messages, nous disons que la grossesse, on sait comment se prévenir, comment ne pas attraper la grossesse. Mais le VIH, on ne peut pas voir sur le visage de quelqu'un qu'il est atteint du VIH. Donc le mieux, c'est de se protéger. Ces enfants trouvent que la grossesse, c'est un frein. Mais le VIH, le VIH, c'est une histoire dépassée. Et souvent, même lorsqu'on fait les sensibilisations, ils nous donnent comme définition du cycle du VIH, simple information pour décourager les amoureux. Un appel à lancer à l'endroit des élèves, c'est de prendre au sérieux les IST et les MSC et le VIH. C'est quelque chose qui freine l'évolution au sein en milieu scolaire et d'éviter le multipartenariat sexuel. Nous disons toujours, la grossesse qui va à l'école est un échec pour la société, pour emprunter la citation de Clément Zongo. Voilà, donc si ces élèves peuvent s'abstenir de se consacrer à leurs études, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour bosser. À un certain âge, ils auront toutes les permissions possibles pour mener leur vie sexuelle et ça ne sera pas de façon ordonnée, mais ça ne sera pas plutôt de façon désordonnée, mais de façon ordonnée et cela leur sera plus profitable que le vagabondage sexuel actuel. Quand on regarde en général, les parents rejettent la faute sur les élèves, les enfants qui n'écoutent pas. Les enfants également parlent de l'irresponsabilité des parents. Je pense que les responsabilités sont partagées. Voilà. Donc, ce que nous sensibilisons les parents de vraiment continuer d'échanger avec les élèves, de leur parler de la sexualité. Quand nous remarquons dans nos contrées présentement, parler de la sexualité dans certaines familles, c'est considéré comme un sujet tabou. Or, de nos jours, nous savons que les élèves sont sexuellement actifs et il faut réellement échanger avec eux et causer de la sexualité avec eux, leur donner de bons conseils afin qu'ils puissent avoir vraiment un comportement sain et mener une vie sexuelle saine, responsable. Je pense que les parents ont démissionné, surtout sur la question de la gestion de la sexualité. Ne serait-ce que nous, les filles, beaucoup de mamans ont démissionné. Voilà, on nous a rien dit, c'est venu sur le tas, on a appris. Voilà, et il y a plusieurs moyens de s'informer qui ne sont pas forcément vrais. Voilà, on apprend de partout. Peut-être tu vas sortir à ta copine qui va te dire « Ah, tu as vu tes règles, voilà, c'est dans cette période que tu ne vas pas tomber enceinte. » Ou bien, tu vois tes règles, quelqu'un va te dire « Ah, tes règles, là, c'est dans la période où, voilà, tu peux prier, tout va... » Bon, on reçoit tellement d'informations et au final, bon, on ne capte pas l'essentiel. Donc, les parents, en fait, devraient mieux se focaliser sur l'éducation de leurs enfants, surtout les filles. Surtout les filles. C'est vrai que les garçons, on va les recadrer, mais une fille, quand elle est bien éduquée, peu importe si elle a toujours une personne de confiance vers qui revenir là, forcément, même si elle apprend quelque chose de dehors, elle va revenir « Ah, papa, maman, j'ai appris que si, ça. Est-ce que c'est vrai? » Donc, les parents ne sont plus disponibles. Je vais peut-être parler de mon cas. Moi, on ne m'a rien dit sur mes règles. J'ai vu ça comme ça. J'ai dû gérer seule. Mais la chance, c'est que j'étais à l'école. J'ai su comment ça se passait. Les parents, actuellement, ont un peu démissionné. Si je dis un peu pour essayer d'arranger un peu la chose. Sinon, il faut dire que les parents ont démissionné. Pourquoi? Parce que on laisse les enfants faire ce qu'ils veulent. Voilà. Bon, il y a certains sujets qu'on refuse d'aborder avec les parents. Alors, souvent même, il y a des familles dans lesquelles, lorsque l'enfant sort et que l'enfant ne ramène pas quelque chose, l'enfant est réprimandé par certains parents. Et l'enfant aussi peut ramener quelque chose comme un téléphone, un portable. On voit des filles aujourd'hui qui sont sur les grosses scooters, mais votre fille ne travaille pas. Voilà. Elle n'a pas une source de revenu quelconque. Et elle revient avec un truc de grande valeur comme ça. Vous ne lui posez pas la question à savoir qui t'a donné ça, ou est-ce que tu as eu ça. Alors, si on continue comme ça, et le parent même après utilise même ce que l'enfant est allé rechercher pour envoyer pour ses propres besoins. Donc du coup, ça incite l'enfant à aller
encore recherché. Mais qu'est-ce que l'enfant fait dehors pour avoir cela? Le parent ne se pose pas cette question. C'est vraiment exhorter les parents à suivre de près les enfants, être vigilants avec nos enfants. Parce que nous croyons que nous maîtrisons nos enfants, nous croyons que nous connaissons nos enfants, alors que ces enfants, j'aime le dire, sont plus intelligents, sont plus malins que nous. Donc c'est demander aux parents d'être très vigilants, de créer plutôt un climat de confiance avec les enfants pour discuter de certaines choses. Et nous, à notre niveau, avec les associations, nous mettons l'accent sur la sensibilisation auprès des jeunes. Et quand vous prenez même le plan national, les financements pour la sensibilisation, les 80% des financements ont été attribués aux cibles jeunes pour vraiment amener ces jeunes à prendre conscience, à avoir l'information juste, l'information réelle pour vraiment se prémunir de cette maladie. Peu importe ce qui se passe, un enfant reste un enfant. Il faut que les parents soient toujours là pour pouvoir aider, faire avancer les enfants en fait. Voilà. Puisque lorsque tu laisses un enfant soi-même, tu le délaisses et bon, l'enfant peut se donner à plusieurs choses au fait. Il peut se donner à plusieurs choses qui seront vraiment bons. Puisque là où moi-même je suis actuellement, c'est pas évident que je peux aller dire à mes parents que ouais, je suis porteur du virus du VIH. Je ne peux pas le faire. Voilà. Il y a plusieurs raisons. Puisqu'en faisant ça, ils vont me demander pourquoi, comment tu as eu ça? Je ne peux pas m'expliquer aussi parce que voilà, vous n'avez pas payé mes scolarités, c'est pourquoi je suis allé me donner à des personnes, tout. Mais comment sommes-nous arrivés là? Serait-ce réellement une démission des parents d'élèves? Une puberté sans éducation à la sexualité? L'influence du libertinage sexuel promu sur les réseaux sociaux et à la portée des enfants? Le phénomène, bien que méconnu par le grand public, semble avoir la peau dure et constitue une gangrène pour le système éducatif. Il y a urgence à agir pour le stopper. Amandine Lalsaga que nous retrouvons sur ce plateau juste après ce grand reportage. Bonsoir Amandine. Bonsoir Ruth. Alors, sujet très sensible et j'imagine difficile à tourner. Bien sûr, très difficile. Et pour le choix, au cours d'un reportage de sensibilisation contre le VIH-Sida, et on disait que la prévalence était en rebond. Les chiffres étaient en train de remonter et l'accent a été mis sur les jeunes qui avaient des pratiques sexuelles qu'ils avaient développées. Et j'ai cherché à comprendre. Ils ne sont pas rentrés dans les détails, mais c'est les chiffres qu'on a donnés. Et moi, ça a attiré mon attention. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et dans mes recherches, je vois qu'il y a la tontine sexuelle. C'était d'abord dans les pays voisins que j'ai vu des informations. Je me demande, je dis, mais est-ce qu'au Burkina, ça existe? Et dans mes enquêtes, dans les échanges avec les amis et tout, on dit, mais ça existe, bien sûr. Depuis des années, certains élèves font la tontine sexuelle. Ils cotisent, ils se réunissent, et voilà. Et ça aussi, ça a contribué en fait à ce que certaines personnes contractent le VIH-Sida. Je dis, mais comment on fait pour pouvoir réaliser un tel sujet? Très délicat, sensible, et pour avoir le sujet, c'était assez compliqué. Alors j'ai approché... J'imagine justement que pour les témoignages, c'était la partie la plus difficile. Bien sûr. Et nous avons commencé le tournage en octobre et on l'a bouclé en février, près de 5 mois. Alors certains disent que oui, nous sommes prêts à témoigner. Et dès que vous allez, après on dit, peut-être la veille, on te dit, ah non, désolé, j'ai peur qu'on me reconnaisse. Est-ce que les gens ne vont pas m'en vouloir? J'ai dit non, en fait, et c'est pour sensibiliser et attirer l'attention de vos camarades. Malheureusement, vous avez contracté le mal et je sais que beaucoup ne veulent pas que leurs jeunes frères emboîtent leur pas. Alors, j'ai approché des ONG comme le Rêve Plus et puis le Régipiv, le réseau qui lutte contre le VIH-Sida. Est-ce qu'ils peuvent me trouver des jeunes, en fait, qui ont contracté le VIH-Sida durant leur parcours scolaire? Ils disent, bien sûr, il y en a, que ce soit des élèves ou des étudiants. Maintenant, est-ce que ils ont contracté le mal à travers ces pratiques sexuelles à risque? Ils disent qu'il y en a, mais est-ce qu'ils vont accepter de parler? Parce qu'il y a une petite honte à cela, pas la voie de contamination. Il y a une certaine culpabilité qui est toujours présente. Beaucoup étaient toujours sous le choc. Par moment, il fallait arrêter. Il y en a qui pleurent. Il
il faut reprendre. Il y en a qui, quand ils repensent, c'est comme la jeune fille qui a témoigné, elle vraiment c'est une victime. Ça nous a pris des mois sur le terrain et grâce à ces ONG-là, nous avons pu tourner ce sujet. C'est l'occasion pour moi de remercier ces jeunes qui ont accepté de témoigner. C'est pas facile de s'arrêter face à une caméra. Oui, à la caméra et dire que j'ai contracté le VIH/SIDA d'abord et par quelle voie. C'est très sensible. Donc vraiment merci pour les témoignages qui vont peut-être sauver des vies. Oui. Alors, Amandine, vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure, les jeunes font des cotisations. On l'a aussi entendu dans le grand reportage. C'est beaucoup plus des questions financières qui les poussent à rentrer dans ce type de pratique. Mais parfois, on se demande si c'est juste les parents qui ont démissionné de l'éducation, de la prise en charge de leurs enfants, ou alors ce sont les jeunes qui sont devenus plus gourmands parce que avides de matériel ou de finances. On ne sait plus justement où situer la responsabilité. Vous avez répondu à la question, c'est la convoitise. J'ai des camarades qui ont de gros portables et j'aimerais ressembler à ces camarades-là, l'envie de ressembler aux autres. Alors pour le tournage même, je profite de vous dire qu'on a des élèves qui cachent des portables à leurs parents. Tu peux retrouver un élève ou une étudiante qui a un portable d'une valeur de près d'1 million. Je sais qu'ils sont peu des parents qui vont offrir des gens de portables à leurs enfants. Et ils utilisent, devant les parents, ils utilisent les petits portables et ils ont des portables cachés. Lorsqu'ils se retrouvent en groupe, c'est les selfies et c'est en fonction de la valeur de ton portable même que tu peux intégrer certains groupes. Ruth Ouattara, il y a eu également expérience que j'ai vécue sur le terrain. Alors l'intéressée n'a pas voulu témoigner. Mais elle a partagé son histoire qui m'a beaucoup touchée. Alors c'est une jeune fille qui a été infectée par l'ami de son père. Vous voyez comment c'est assez délicat. Alors elle dit qu'elle avait besoin d'un ordinateur pour ses études. Et le papa lui a dit, il faut patienter parce que pour le moment je n'en ai pas. Elle voit l'ami de son père qui vient, qui est assez aisé, en griffe, et elle approche, tonton, est-ce que tu peux m'offrir un portable, un ordinateur portable? Il dit, il n'y a pas de souci. Et après l'ordinateur portable, il a même ajouté un téléphone portable. Et c'est comme ça qu'en retour, il a demandé à aller avec elle. Et vous savez, les jeunes filles aussi sont assez gourmandes. Et quand ils te donnent un ordinateur portable et un portable d'un certain prix, bon, tu te dis que l'argent de poche aussi va sortir. Tu n'as pas dit oui, peut-être que si tu dis oui, tu auras plus s'il l'a apprivoisé. Malheureusement, il était infecté. Et c'est quand le monsieur est décédé, elle allait faire ses examens et s'est rendu compte qu'elle était également infectée. Donc vous voyez des histoires, ceux qui sont censés nous donner l'exemple qui deviennent les bourreaux, c'est assez difficile. Il y a eu beaucoup de cas que nous avons vécu. Beaucoup n'ont pas accepté de témoigner par peur, je reconnais, mais qui ont quand même partagé leur histoire avec nous. Donc, je profite de leur dire merci et les encourager à maintenir le cap, à être résilients, à être forts, à être focus dans les études, parce que, comme j'aime le dire, aucune situation n'est éternelle et Dieu existe également pour les faire. Merci bien, Amandine Lalsaga. Et à la suite donc de notre reporter, nous avons sur ce plateau des spécialistes. À ma gauche, monsieur Landry Ouedraogo, des formateurs en prévention des abus de drogue et des risques liés. Bonsoir, monsieur Ouedraogo. Bonsoir. Avec nous également le docteur Abdoulaye Sawadogo, médecin infectiologue. Il est chargé de la prise en charge des personnes infectées par le VIH/SIDA. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Et bienvenue à tous sur ce plateau. Vous avez pu le voir dans ce grand reportage, des pratiques sexuelles qui inquiètent de plus en plus. Monsieur Ouedraogo, c'est vers vous que je me tourne pour la première question. Ça fait quand même assez froid dans le dos de voir ce à quoi se penchent nos petits frères, nos enfants, en quête de gains faciles, je pourrais le dire ainsi. Oui, c'est vrai. Ça fait froid au dos. Mais nous, en tant qu'acteurs terrain, ça ne me surprend pas. Parce qu'on vit des cas véritablement, si rien n'est fait, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais l'horizon est sombre. Nous y allons de mal en pire. De mal en pire, d'année en année. Voilà, parce que ça fait plus d'une vingtaine d'années que je suis sur le terrain par rapport à la prévention de l'abus de drogue et le lien entre abus de drogue
et pratiques perverses risque, oui. de la sexualité est très étroite. Nous mettons beaucoup plus l'accent sur la sexualité, la santé sexuelle et reproductive des enfants parce qu'ils n'ont pas des informations vraies. Et les informations qu'ils ont, qui sont des informations de dehors, sont complètement erronées et pas de nature à les aider. Et hormis ces informations, et vous qui les côtoyez, qu'est-ce qui peut expliquer qu'on en arrive à de telles pratiques? Alors, les causes sont diverses. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, il y a les TIC qui jouent un rôle très essentiel. Les médias, les réseaux sociaux, qui sont des outils, certes, qui ne sont pas qui ne sont pas mauvais en soi, mais l'utilisation pose problème. L'utilisation qu'en fait nos enfants pose problème. Aujourd'hui, la plupart du temps, dans ces réseaux sociaux, la promotion de la sexualité précoce est véritablement présente. Et nos enfants ont accès à cela. Mais qui leur donne les portables, les smartphones? Je voudrais me poser la question, qui les donne? La plupart du temps, ce sont les parents. Nous, on a rencontré des enfants de 14, 15 ans qui détiennent des portables qu'un fonctionnaire ne peut pas avoir. C'est vrai qu'on ne peut pas vivre comme au Moyen-Âge, mais sachons raison garder, nous les parents. Cela renvoie aux responsabilités parentales. Oui, la responsabilité parentale, pourquoi aujourd'hui, beaucoup de parents ont démissionné. Beaucoup ont démissionné de leur rôle de parents. Nous, parents, il faut qu'on se regarde droit dans le miroir et dire que nous avons démissionné. Nous avons beaucoup plus de géniteurs que de parents aujourd'hui. Les gens pensent que mettre au monde un enfant, seul fait de toi un parent. Non! Mettre au monde un enfant, fait de toi un géniteur. Mais le parent, c'est celui qui oriente. C'est celui qui encadre. C'est celui qui nourrit en valeur. C'est celui qui soigne. C'est celui qui protège. C'est celui qui est présent, les temps de qualité avec les enfants. C'est celui qui éduque. C'est celui qui éduque. Et j'ai coutume de dire, pour choquer très souvent les parents, l'éducation et l'élevage, c'est différent. Alors, je vais permettre au docteur Sawadoro de dire un mot. Docteur, est-ce que vous avez le sentiment, lorsque vous êtes au contact de ces jeunes qui viennent parce qu'ils ont contracté le VIH ou toute autre infection à cause de certaines attitudes pas recommandables, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils sont conscients ou qu'ils étaient conscients du danger ou des dangers auxquels ils s'exposaient? Il faut dire que nous sommes peut-être un peu en arrière-plan. Nous recevons ceux-là, les conséquences. Ceux-là malheureusement qui sont déjà, on peut dire, contaminés. Mais de plus en plus, le visage du VIH devient très juvénile. Juvénile. Et c'est courant de voir des cas qui arrivent, tout désespérés, ne sachant que faire, qui se retrouvent devant nous face à une maladie chronique que la personne devra gérer toute sa vie. C'est multifactoriel ce qui nous arrive. Vraiment, et les causes vont du politique, jusqu'au citoyen lambda couché sur son arbre, au fait. Et là, il faut qu'on travaille vraiment en synergie pour y arriver. Mais ce n'est pas rare de voir en consultation, tout dernièrement, j'ai reçu un jeune de 19 ans qui a eu brillamment son bac avec 16 de moyenne, qui devait aller à l'extérieur pour ses études. Et c'est au cours du bilan pour pouvoir aller pour ses études qu'on l'a retrouvé infecté par le VIH. Il était tout désespéré. C'est quoi faire? Donc, on en reçoit de plus en plus. Alors, vous avez parlé des causes qui vont du politique au citoyen lambda. Par politique, est-ce qu'il faut comprendre la politique éducative qui est mise en marche ou est-ce qu'il faut prospecter? Il faut, c'est une lutte, dans ces conditions, c'est une lutte multisectorielle. Ce n'est pas seulement l'éducation, mais premièrement l'éducation. Et je pense que quelque chose est déjà fait en intégrant ces enseignements-là dans les curricula des élèves, des étudiants,
et même au niveau supérieur. Il y a aussi la responsabilité, par exemple, du ministère de la Santé, du ministère des Finances et de l'Économie. Et donc, il faut qu'on fédère les énergies pour qu'on puisse y arriver. Parce que le ministère de la Santé seul ne peut pas y arriver. Oui. L'éducation seule ne peut pas y arriver. Et donc, il faut que tout le monde fédère les énergies pour qu'on puisse y arriver. Même l'intervention du ministère de la sécurité interne et extérieure, par exemple, pour lutter contre l'abus des drogues, il faut tous ces éléments-là pour qu'on puisse y arriver. Il faut une synergie d'action. Voilà. Alors, Monsieur Ouedraogo, tout à l'heure, on a parlé des réseaux sociaux. On a aussi parlé de la démission des parents. Vous avez fait cas de ces portables que les jeunes avaient par devers eux à des prix vraiment faramineux. Tout à l'heure, quand on a reçu notre reporter, elle nous a fait savoir que certains jeunes ont des portables très coûteux qu'ils dissimulent, par exemple, dont les parents n'ont pas connaissance, et ils utilisent le portable que le parent achète pour eux en public. Et maintenant, avec les fréquentations, et c'est à cela que je vais arriver, les mauvaises fréquentations, chacun veut mettre en exergue ce qu'il a pu acquérir comme matériel. Comment attirer leur attention sur ces fréquentations qui les amènent justement à se livrer à des travers au niveau du comportement? Oui, merci madame. Je voudrais revenir sur la responsabilité parentale. Il y a un parent que j'ai reçu au cabinet qui me dit j'ai tout donné à ma fille. Je lui ai tout donné et à sa grande surprise, elle se prostitue. Dans l'espoir de la mettre à l'abri du besoin. Mais j'ai demandé le tout là, c'est quoi exactement? Le tout, ça s'arrête au matériel. J'ai dit mais c'est tout sauf tout. Parce que l'essentiel même, c'est l'éducation. Et la recherche des gains faciles aujourd'hui, c'est véritablement monnaie courante et ça pose véritablement problème. On a le sentiment aujourd'hui que les enfants n'écoutent plus. C'est vrai, les parents disent que les enfants n'écoutent plus, les enfants n'écoutent pas, les enfants déconnent, certes, mais que font les parents? Que font les adultes? Est-ce que les adultes jouent leur rôle? Parce que la recherche de gains faciles, vous allez trouver, on parle de ce côté, on voit toujours beaucoup plus les filles, pour les sugar daddy, oui, mais il y a également les garçons, les petits pompiers, qu'on oublie. Oui, il y a les garçons également qui sortent avec des cantines. C'est la version masculine. Exactement, et ça pose véritablement problème. Moyennant de l'argent ou des smartphones pour paraître. Aujourd'hui, c'est le paraître. Et justement, vous mettez également le doigt sur un problème majeur. Certains adultes qui ne sont pas aussi des exemples pour ces jeunes. Oui, bien sûr. Je vous prends juste un exemple. Après une conférence dans un établissement que je vais taire le nom, il y a une fille de 17 ans, j'étais une fille de 17 ans qui m'a approché. Je pensais que c'était juste pour me poser des questions parce qu'après la conférence, il y en a qui n'osent pas prendre la voix en public, mais qui voudraient des questions en off. Elle me dit, s'il te plaît, déjà elle me tutoie. Est-ce que tu veux devenir mon tonton? J'ai dit, mais je suis déjà ton tonton. Elle dit non, que c'est pas comme ça. Que toutes ses copines ont des tontons, elle aussi elle voudrait un tonton. Un tonton qui donne l'argent de temps en temps, un tonton qui donne un portable, un tonton avec lequel on va sortir. J'ai dit ce genre de tonton-là. On arrive, mais c'est une situation assez triste quand même. C'est la personnalité. Il faut intervenir au niveau de la personnalité. La plupart du temps, nos enfants ne savent pas qui ils sont. Nos enfants ont une mauvaise perception d'eux-mêmes. Nos enfants veulent paraître, veulent ressembler aux autres. Et ça, c'est la faute à qui? C'est la faute à la société tout entière. Mais ça commence à la maison, parce que la première école de l'enfant, c'est la maison. Les bases, les fondements, les valeurs, c'est à la maison. Qui je suis véritablement? Mais il y a les réseaux sociaux qui influencent énormément. Mais les réseaux sociaux, c'est vrai, ça influence énormément, mais s'il y a un bon empowerment, une autonomisation, les réseaux sociaux vont influencer, certes, mais il y aura peu d'impact négatif sur les enfants. Alors, docteur Sawadoro, aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore s'hasarder à prêcher le message de l'abstinence?
Est-ce que ce ne serait pas prêcher dans le désert? Parce que quand on voit la situation... il faut dire qu'il y a des travaux scientifiques qui ont été réalisés au Burkina par certains chercheurs. Et on trouve, quand on pose les questions aux jeunes, notamment je retiens une étude qui a été réalisée en milieu scolaire à Ouagadougou ici. Quand on a posé la question aux jeunes, ce n'est pas le premier moyen qui est cité comme moyen de prévention du VIH. Et ceux qui s'abstiennent, ils sont moins de 15% parmi ceux qui ont été interrogés. Donc, le message peut être toujours donné, mais il faut plus, comme l'a dit M. Landry, il faut qu'à la maison, à domicile, que les parents aient leurs enfants pour amis. Il ne faut pas se voiler la face. On ne peut plus éduquer les enfants comme à l'ancienne, parce qu'il y a plusieurs interférences qui font que il faut qu'on prenne nos enfants pour nos amis et les autonomiser comme il a dit. En fait, aujourd'hui, il ne faut plus avoir de tabou. Leur donner toutes les informations et en plus des informations, leur donner les outils, les moyens pour pouvoir se défendre. Vous donnez l'information, écoutez, le VIH ne se transmet pas les rapports sexuels, mais pour se protéger, voilà le moyen quand tu es face. Et ainsi, les enfants pourront, après sa sortie. Alors, l'une des conséquences, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'augmentation des cas de VIH. On avait le sentiment, pourtant, il y a quelques années de cela, que la situation était plus ou moins maîtrisée. Effectivement, selon les données que nous recueillons, on voit que la prévalence au niveau national est passée de 3, même historiquement de 7 à 3, après à 1, on est resté un peu longtemps sur 1, et actuellement, selon les données qu'on a, on a 0,6% de prévalence dans la population générale au Burkina Faso. Mais ces données cachent des réalités, parce que en fonction même des localités, des régions, ça diffère. Quand on prend Bobo-Dioulasso et Ouagadougou, on est au-delà de 1% en population générale. Et en plus de ça, quand vous rentrez, vous faites des sous-groupes, on trouve des groupes où on est au-delà de 26% de prévalence du VIH. Surtout le groupe qu'on appelle le groupe de personnes vulnérables. Malheureusement, c'est des personnes qui sont en contact, entre elles plutôt, et en contact avec la population générale. Donc, de plus en plus, on voit les cas de VIH, mais de VIH plus jeunes. Et un phénomène sur lequel je voudrais insister, c'est les enfants qui sont nés de ces couples qui ont été infectés, malheureusement qui ont été infectés à la naissance, qui aujourd'hui, avec les traitements qu'on a, les antirétroviraux, ont grandi comme tout enfant normal et qui jouit de toutes ses capacités intellectuelles et physiques. Bon, mais cet enfant, cet adolescent qui est infecté par le VIH, quel est le message qu'on lui a donné? Généralement, ce sont des orphelins, d'ailleurs, qui sont laissés pour compte. Et la discrimination et la stigmatisation. Ce jeune orphelin qui s'élève, il livre, entre griffes, la marchandise à toute personne qui s'approche. Donc, c'est un phénomène qu'il faut vraiment regarder. Et le VIH, comme je l'ai dit, devient de plus en plus juvénile. Et il faut mettre vraiment des efforts pour qu'on puisse trouver des solutions à cette question. Alors, Landry Ouedraogo, et bien sûr, tout ceci se fait avec un recours aux stupéfiants et autres drogues, malheureusement. Oui, absolument. Sans consommation de drogue, il y a un certain nombre de pratiques qui pourraient être difficiles. Il y a plusieurs modes opératoires en réalité. Pour les tontines sexuelles, il y a ce que j'ai vu dans le reportage où plusieurs personnes, plusieurs enfants cotisent pour aller donner à une fille. Très souvent, c'est des PS, des professionnels de sexe, des prostituées entre guillemets, qui est plus âgée que
le risque est très énorme. Et c'est une qui est, comme profession, c'est la sexualité. Et il y a l'autre forme qui est de cotiser dans le temps et aller louer une maison et se donner une date et se retrouver là-bas entre filles et puis garçons, et puis on fait des échanges, on consomme d'abord la drogue, tout est permis en réalité, c'est un no man's land. Tout est permis, on consomme la drogue, tout type de drogue, du cannabis, la cocaïne, l'héroïne, sans parler des chichas, et à l'intérieur, tout le monde rentre nu. Et celle que tu as gagnée, ça devient ta partenaire, et après on se change avec tous les risques liés. Et également, vous savez que nous avons reçu des cas malheureusement où des pratiques obscènes telles que la sodomisation, avec tous ces lots de conséquences ont été faites lors de ces pratiques. Et comment arriver dans cette situation qui vraiment nous dépasse? Comment arriver à faire passer le bon message à la jeunesse? C'est de ne pas considérer le sexe comme un tabou. Aujourd'hui, malheureusement, c'est une question de culture, c'est une question d'éducation culturelle, mais il faut réadapter l'éducation. J'ai dit très souvent aux parents, quand j'ai affaire aux parents, le copier-coller ne marche pas aujourd'hui. À votre temps, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Telegram, il n'y avait pas TikTok à votre temps. Aujourd'hui, il y en a. Donc, il faut réadapter l'éducation au contexte. Cacher, ils vont voir ça. Ils vont voir, et même pire. Et même pire. Et seuls ou avec des pairs. Et qu'est-ce qu'ils vont en faire? C'est le mimétisme. Ils vont reproduire ce qu'ils ont vu à TikTok. Ils vont reproduire ce qu'ils ont vu sur Facebook. Alors quand ils vont dans ce genre de plateforme, la curiosité est là, parce qu'être enfant, c'est être curieux. Être jeune, c'est être curieux. La curiosité est là. Ils cherchent des choses qui sont malheureusement pas de nature à leur faire du bien. Du bien, c'est ça. Et aux parents, j'ai dit véritablement, faites très attention. La surveillance parentale. La surveillance parentale est très essentielle. La présence parentale est très essentielle. C'est comme les anglophones le disent, they need your presence, not your present. La plupart du temps, les parents, pour se laver la conscience par des cadeaux, voilà. Alors que ça ne compense pas. Ça ne compense pas du tout. Nous avons également la culture de l'amitié, comme le docteur le disait. Soyez les amis de vos enfants. Ils ne vont pas vous raconter leurs secrets, leurs bêtises, tant que vous n'êtes pas leur ami. Vérifiez leur présence à l'école. À l'école, très souvent, parce que la nuit, on ne peut pas sortir. Les opérations se font généralement dans la journée. Ils sèchent les cours. Ils sèchent les cours. Voilà. J'ai dit aux parents, il faut de temps en temps jeter un coup d'œil dans les chambres. Vous allez voir des objets sexuels. Et même fouiller les sacs. Et même fouiller de temps en temps, de façon discrète. Personnellement, j'étais dans un quartier de Ouagadougou et j'avais une crevaison. Je me suis arrêté pour juste arranger. Il y avait une auberge à côté. C'était autour de 10 heures. En 30 minutes, j'ai observé plus d'une vingtaine d'enfants en tenue venir entrer dans ces auberges-là. Pour faire quoi? À 7 heures. Donc, véritablement, il y a lieu d'être très prudent. Et les filles, généralement, je dis, ceux qui ont des filles, si vous remarquez que la fille a des amis plus âgés qu'elle, il faut faire très attention. Ces amis-là, ce sont ses tantis. Faites très attention parce que ce sont des recrues. Elles recrutent, les tantis recrutent ce qu'ils appellent la crudité pour donner au sugar daddy. Donc faites très très attention aux parents. C'est grave. Docteur Sawadougou, on va vous permettre de dire un mot. Dans ces conditions, est-il encore possible de rattraper les choses? Si oui, comment rattraper les choses? En plus de ce que monsieur Ouedraogo a dit. Je pense que je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter à ce que monsieur Ouedraogo a dit. Il faut véritablement réorienter l'éducation. Parce que ce qu'on cache à la maison, les enfants l'ont et ils l'ont même plus dehors. Donc, il ne faut pas qu'on joue à la politique de l'autruche, il faut réorienter notre éducation. Nous, au niveau biomédical, nous aussi, on a certains moyens pour pouvoir aider ces enfants-là à pouvoir surtout dépasser ce cap, parce que, enfin, je le disais, il y a une étude qui a été réalisée. Les enfants ont leur premier rapport avant l'âge de 15 ans.
quand on a interrogé, près de 50%, il y avait dans l'échantillon, on avait près de 300 et quelques enfants. Avant l'âge de 15 ans. Avant l'âge de 15 ans. Wow. Mais ça passe inaperçu, les parents pensent que c'est des enfants innocents. C'est toujours des innocents qui sortent et qui rentrent. Oui, parmi eux, il y a au moins 5% qui ont pratiqué la sodomie. Et c'est des élèves qui sont du premier cycle au second cycle. Hein, c'est rien que dans les collèges, on n'est pas allé dans les universités. Ça veut dire qu'il faut qu'on réoriente l'éducation. Et il faut que les parents s'investissent vraiment. À la maison, parlons de sexe. Parce qu'on ne peut pas l'éviter. C'est le monde qui nous l'impose actuellement. Avant, ce n'était pas comme ça, mais on est dedans. Donc, il faut qu'on parle du sexe à la maison, qu'on éduque nos enfants et qu'on leur donne les moyens pour pouvoir s'en sortir. Maintenant, quand ça arrive, il faut courir rapidement, venir nous voir. Nous, les soignants, on a la possibilité que votre enfant vive avec la maladie, grandisse avec la maladie, travaille avec la maladie. Nous, on a des exemples d'enfants qu'on a suivis qui aujourd'hui sont des chefs d'entreprise, des responsables dans ce pays qui mènent des activités économiques, qui vivent normalement. Mais il faut aller vite. Et pour lutter contre tout ça, pour couronner tout ça, il faut qu'on accepte les patients infectés par le VIH. C'est-à-dire, il faut qu'on lutte contre la discrimination et la stigmatisation. Ça, c'est un élément important. Tant qu'on ne va pas pouvoir les accepter et les prendre en charge, ils seront dans la partie cachée et à partir de là, ils vont sécréter leur venin. Tout à fait. Voilà. Et alors, beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais nous sommes pris par le temps. 52 pour la RTB de ce mois se referme. Avec nous sur ce plateau, M. Landry Ouedraogo, formateur des formateurs en prévention des abus de drogue et réduction des risques liés, et le docteur Abdoulaye Sawadogo, médecin infectiologue chargé des personnes infectées par le VIH. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain. Bonsoir. Est-ce qu'il est possible que les chaussures me rendent plus heureuse qu'un homme ?